Chers amis, chers camarades, c'est un honneur de m'exprimer devant vous à l'occasion de votre congrès. Je remercie Sigmar Gabriel pour cette invitation. Je viens aujourd'hui devant votre congrès comme un socialiste. J'ai été pendant 10 ans le premier dirigeant de mon parti. Mais je m'adresse à vous aujourd'hui comme candidat à la présidence de la République française pour engager le grand mouvement d'alternance dont l'Europe a besoin. Je viens ici vous dire qu'en France, le changement sera possible en mai prochain, mais que vous devez être prêts aussi à changer de gouvernement en Allemagne en septembre 2013. Je suis conscient des responsabilités qui m'attendent dans un moment d'une considérable gravité pour l'euro et donc pour l'Europe. Comme socialiste, je veux rappeler l'amitié entre nos deux partis, la belle relation qu'entretenaient deux hommes d'État il y a déjà plus de 40 ans, Willy Brandt et François Mitterrand. Amitié qui n'a cessé de se poursuivre dans le Parti socialiste européen, entre le Parti social-démocrate et le Parti socialiste français, entre Martine Aubry et Sigmar Gabriel, entre nos deux groupes parlementaires, avec Frank-Walter Steinmeier et Jean-Marc Ayrault, ici présents. Mais au-delà des relations entre nos deux partis, je veux affirmer l'importance que j'accorde aux liens entre nos deux États. Il y a eu bien des gouvernements qui se sont succédés dans nos deux pays depuis 1945. Mais à chaque étape, l'Allemagne et la France ont été capables de dépasser les blessures de l'histoire, les douleurs des affrontements meurtriers, pour donner l'exemple de la réconciliation et de la paix. Il y a près de 50 ans, un traité, le traité de l'Élysée, était signé entre Konrad Adenauer et Charles de Gaulle. Ce traité fonde encore les rapports entre nos deux pays et j'entends lui donner toute la place qu'il sera nécessaire de lui accorder pour le 50e anniversaire de ce grand traité entre la France et l'Allemagne. Nos deux pays ont contribué à l'édification de l'Europe. Ils en ont été les moteurs. Ils ont montré la voie, sans dominer, sans obliger, sans contraindre. C'est ainsi que fut bâti le marché commun, puis ensuite le grand marché, la monnaie unique. C'est ainsi, grâce à la France, grâce à l'Allemagne, qu'a été possible, après la chute du mur de Berlin, l'unification de l'Allemagne et l'élargissement de l'Europe.
c'est la plus grande aventure humaine. L'Europe de ces dernières décennies. Et je veux saluer ici, dans votre congrès, les grands bâtisseurs de l'Europe qui sont issus des rangs socialistes ou sociaux-démocrates. François Mitterrand et Jacques Delors du côté français, et Helmut Schmidt de votre côté, dont le discours hier à votre congrès a été une formidable leçon d'histoire et une vision d'avenir. Et ce discours, celui qu'il a prononcé Helmut Schmidt ici, résonnera bien au-delà de Berlin ou de l'Allemagne, et il ira jusqu'en France pour dire combien nous avons maintenant le devoir de gagner la prochaine étape de la construction européenne. L'Europe n'est pas simplement une aventure qui aurait été portée par les socialistes et les sociaux-démocrates. Les conservateurs y ont pris leur place. Et pour nous, en France, nous avons encore l'image de François Mitterrand et d'Helmut Kohl, main dans la main, pour sceller l'amitié entre nos deux pays. Cette amitié, nous l'avons toujours voulu dans l'égalité et dans le respect. Non pas dans l'imitation, dans la copie d'un modèle, mais dans la reconnaissance de nos atouts mutuels. Non pas dans le déséquilibre, mais dans la poursuite d'une ambition commune. Non pas dans la méfiance, mais dans la franchise. C'est ainsi que cette amitié a pu perdurer, au-delà des sensibilités politiques, des frontières partisanes et parfois des caractères tumultueux de nos dirigeants. Et j'entends bien, si les Français, en mai prochain, m'en donnent la responsabilité, renforcer ce partenariat entre la France et l'Allemagne au service de l'Europe. Je conçois cette relation comme un équilibre. Je n'imagine pas qu'un directoire puisse être organisé pour organiser et diriger l'Europe. Cette relation doit être sans exclusive. Elle doit être une force d'entraînement. Nos deux pays représentent la moitié de la production de la zone euro et le tiers de la population. Nous avons donc des devoirs particuliers et en même temps une capacité pour convaincre. Nous pouvons avoir des différends. Nous avons nos traditions. Je sais combien, ici en Allemagne, la lutte contre l'inflation est primordiale. Et vous savez combien en France, notre préoccupation est grande à l'égard du chômage. Vous avez fait des réformes importantes ici dans votre pays. En France, elles ont sans doute trop tardé. Mais nous sommes conscients qu'aucun pays n'a de leçon à donner à l'autre, que l'isolement ou l'entêtement serait la pire attitude. En fait, nous avons besoin d'un compromis dynamique entre la France et l'Allemagne. Mais je veux vous parler de la crise de la zone euro. Nous sommes confrontés depuis 18 mois, avec la défaillance de la Grèce, à une situation exceptionnelle. Depuis trop longtemps, l'Europe s'est montrée incapable de réagir avec rapidité et efficacité à la pression des marchés. Chaque sommet européen a été conclu par des communiqués de victoire à chaque fois démentis, quelques jours plus tard, par les doutes des places financières.
Les instruments qui ont été introduits, notamment le Fonds européen de stabilité financière, sont apparus insuffisants et tardifs. Les eurobonds ont été écartés. Les gouvernants de nos deux pays portent une responsabilité dans ces atermoiements, dans ces frilosités, dans ces hésitations. Et je ne m'en réjouis pas, car c'est en définitive l'Europe qui en est la victime. Le résultat, c'est que la spéculation s'est amplifiée, d'où la tentation aujourd'hui d'une fuite en avant. Les uns demandent un recours à la Banque centrale européenne comme un sauve-qui-peut. Les autres appellent une révision des traités pour mettre de la discipline dans les politiques budgétaires, avec l'idée d'un troc pour trouver un inavouable arrangement. Cette fuite en avant est périlleuse. D'abord, parce que l'élaboration d'un nouveau traité prendra du temps, des mois pour le négocier, des mois pour le faire ratifier. Et durant cette période, les marchés seront encore ouverts et n'attendront pas la conclusion de nos travaux. Ensuite, parce que les transferts de souveraineté sur ce qui est l'acte essentiel d'un Parlement, le vote du budget, et l'éventuelle censure par la Cour de justice des communautés européennes accentuera encore la crainte d'une dépossession démocratique que bien des peuples n'acceptent plus. Enfin, l'Europe telle que nous la voulons ne peut pas se réduire à une organisation de l'austérité alors que le chômage progresse et que la récession menace. Alors, chers amis, c'est maintenant qu'il faut agir, car la crise de l'euro, si elle se propage, risque de tout emporter. Ce sont de grandes économies qui sont aujourd'hui menacées, l'Espagne, l'Italie, et le début de l'année 2012 va être le moment d'une levée d'emprunt important, dont nul ne sait s'ils trouveront preneur et à quel taux d'intérêt. Le système bancaire n'a plus confiance en lui-même. Les agences de notation sont une menace permanente. Il y a donc urgence. L'euro est notre patrimoine commun. Il est bien plus qu'une monnaie. Il est le lien entre les uns et les autres. Il nous assure la stabilité, il nous protège. Et c'est pourquoi nous devons, et je le fais ici devant vous, affirmer notre attachement à l'euro et à la construction de l'Europe autour de cette monnaie unique, à condition de lui donner l'autorité qui lui manque aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prendre le risque de l'éclatement. Ce serait une régression au détriment de chacun de nos États. Il n'y aurait que des perdants, aucun vainqueur, si ce n'est l'extrémisme ou le nationalisme. Ce serait l'effacement de l'Europe. C'est dire si notre responsabilité est grande. Et c'est pourquoi je propose un pacte de responsabilité, de gouvernance et de croissance. La responsabilité budgétaire, elle nous incombe. Et pour ce qui me concerne, je l'ai dit devant les Français, je réduirai les déficits publics pour atteindre l'équilibre à la fin du prochain quinquennat. Nous maîtriserons la dette publique, qui n'est rien d'autre qu'un fardeau que nous transmettons trop commodément à nos enfants. Nous en terminerons en France avec les politiques d'allègement fiscaux qui ont été injustes socialement
et inefficace économiquement. Et je ne conseille pas à l'Allemagne sur ce point de copier la France. Il y a aussi la gouvernance de la zone euro. Elle ne peut pas se limiter à quelques réunions de chefs d'État ou de gouvernement, à des déjeuners ou à des dîners. Elle doit comporter un véritable pilotage des politiques économiques de la zone euro, à coordonner les actions, à permettre d'avoir l'impulsion nécessaire et le sérieux indispensable. Et enfin, nous devons créer les conditions de la croissance. Le budget de l'Union européenne, les interventions de la Banque européenne d'investissement, les euro-obligations, tous ces instruments doivent être mis au service de nouvelles activités pour l'emploi, pour l'industrie, pour les nouvelles technologies, pour la conversion écologique. Le pacte que je propose comporte 4 évolutions décisives. La première, c'est que le Fonds européen de stabilité financière doit être beaucoup plus fortement doté et être à la hauteur des enjeux pour dominer la spéculation. Ce fonds doit pouvoir travailler avec la Banque centrale européenne. La deuxième évolution, c'est la Banque centrale européenne. Elle doit pleinement jouer son rôle. Je respecte son indépendance, mais je la voudrais aussi plus attentive à la situation de l'économie réelle. Je souhaite qu'elle puisse élargir son rôle de prêteur et intervenir de manière efficace contre la spéculation dans le cadre des statuts actuels. Je sais votre attachement à ces règles d'indépendance et en même temps, je connais aussi votre souci que la Banque centrale européenne puisse, dans les statuts actuels, avoir davantage d'influence pour dominer la spéculation et agir pour l'emploi et la croissance. La troisième évolution que nous partageons ensemble, c'est la taxe sur les transactions financières qui doit être introduite sans délai. Et enfin, la dette européenne doit être mutualisée avec des modalités qu'il faudra discuter ensemble pour mettre en place ces euro-obligations. Chers amis, chers camarades, rien ne peut se faire sans la démocratie. C'est une préoccupation commune dans nos deux pays. Le renforcement des contrôles démocratiques en Europe est indissociable de l'action que nous voulons engager pour les années qui viennent. Je veux saluer ici le rôle du Parlement européen et le travail de notre ami et futur président du Parlement européen, Martin Schulz. Mais je veux vous confier ici ma position. Autant j'accepte une vigilance sur les budgets nationaux, autant j'accepte qu'il y ait un strict respect des engagements des États par rapport à la réduction des déficits et à la maîtrise de la dette. Autant je refuse qu'une instance judiciaire à l'échelle européenne puisse décider à la place des parlements. Je partage les craintes de votre grand philosophe Jürgen Habermas, qui, devant le fossé qui s'élargit entre les citoyens et l'élite dirigeante, nous met en garde par rapport à ce qui serait le post-démocratie, c'est-à-dire d'une situation où nous serions encore dans les formes de la démocratie, mais où les citoyens se seraient détournés de ce qui leur paraît être la légitimité démocratique. Là où la démocratie régresse, là où la politique recule, c'est le marché qui avance.
Il y a l'urgence, il faut la traiter. Et il y a l'avenir. C'est-à-dire le grand projet européen pour la prochaine décennie. Ce ne peut pas être simplement une union budgétaire qui s'ajouterait à l'union monétaire. L'Europe, ce n'est pas un moyen, c'est une finalité, c'est une perspective. Ce que je propose, ce n'est pas un fédéralisme de marché, c'est un fédéralisme de projet. L'Europe, dans son histoire, c'est une union de volonté. Avant-hier, c'était la paix. Hier, c'était l'élargissement. Aujourd'hui, le grand défi, c'est l'investissement dans la connaissance, dans les nouvelles technologies, dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la croissance verte. Voilà ce que nous devons faire ensemble pour les années qui viennent. Et je propose, notamment sur cette grande question de la transition énergétique, que nous puissions former une communauté européenne de l'énergie. Qui nous unirait au-delà de nos différences de stratégie ou de notre position sur le nucléaire, mais qui au moins nous mettrait en cohérence par rapport aux objectifs de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préparation de l'avenir. Quelle est notre grande ambition? Quelle est cette vision que nous voulons donner à nos enfants? C'est que l'Europe soit un exemple pour le monde, une puissance économique, une puissance écologique, une puissance démocratique au service de la paix. Voilà pourquoi nous devons porter ensemble, Français, Allemands, Européens, des projets industriels, une ambition en matière d'enseignement supérieur, de recherche. Car depuis Galiléo, aucune nouvelle frontière technologique n'a été repoussée par l'Europe. Alors, tout doit être fait pour les générations futures, pour la jeunesse. La jeunesse, j'en ai fait le grand engagement de ma campagne présidentielle en France. Et je vous demande aussi de faire que la jeunesse soit le grand engagement pour l'Europe de demain. Voilà ce que je veux. Une Europe claire dans ses objectifs, démocratique dans son fonctionnement, mobilisatrice pour nos peuples. C'est sur ces bases-là que je vous propose de travailler ensemble à l'alternative. C'est sur ces bases-là que j'entends engager au lendemain de mon élection, si les Français en décident, la discussion avec le gouvernement allemand. Et je veux conclure mon propos en évoquant l'amitié franco-allemande et ce 50e anniversaire du traité de l'Élysée, dont je parlais au début de mon discours. 50 ans après le général de Gaulle et Adenauer, sommes-nous capables de relever le niveau encore de notre relation, de notre confiance à l'égard des uns et à l'égard des autres? Sommes-nous capables de redonner à notre amitié un sens, une espérance? Je le crois. Et dans ce traité, ce nouveau traité que nous aurons à discuter ensemble, et j'espère à signer ensemble, dans ce nouveau traité, il nous faudra insister sur la jeunesse, sur ce service civique franco-allemand que nous pourrions créer, sur la création d'un partenariat entre nos universités, sur un office franco-allemand de la recherche. Une seconde priorité pourrait être notre sécurité commune, avec la mise en place d'un état-major, pour coordonner les opérations
mener la politique européenne de sécurité commune. Nous avons besoin aussi de nous rapprocher sur cette grande question de notre sécurité. Et enfin, la politique industrielle. Et je proposais qu'il y ait un fonds industriel franco-allemand destiné à faciliter la création de pôles de compétitivité communs dans le secteur des transports, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur de l'environnement et de l'énergie. Chers amis, vous avez compris, je veux une alliance forte entre la France et l'Allemagne. Je veux que notre partenariat soit respectueux. Je veux que nous puissions ensemble porter une vision commune, non seulement pour lutter contre la crise tout de suite, mais pour tracer l'avenir de l'Europe. Je sais ce que mes concitoyens éprouvent en ce moment. Un doute, un scepticisme à l'égard de l'Europe et donc à l'égard de la politique. Je sais qu'ils s'interrogent sur la capacité que nous avons encore de changer leur destin. Nous devons leur répondre à ces ouvriers, à ces agriculteurs, à ces chercheurs, à ces jeunes. Nous devons leur montrer qu'il y a un chemin possible et que l'Europe peut protéger. Chers camarades, en France et en Allemagne, nous allons connaître dans les 18 prochains mois des rendez-vous électoraux majeurs. Si nous réussissons, nous, socialistes et sociodémocrates, c'est le cœur de l'Europe qui va s'en trouver modifié. C'est le centre de gravité qui sera déplacé un peu plus sur la gauche. Il est temps. C'est un nouveau cycle politique que nous pouvons ouvrir. Je serai le premier, je l'espère. Ne tardez pas. Mais nous avons un devoir avant d'y réussir. C'est de travailler ensemble, dès à présent, de porter des propositions, de montrer une démarche commune, de partager une vision. Notre cohésion, socialiste, sociodémocrate, notre solidarité seront pour nos concitoyens en Allemagne et en France une source de confiance et d'espoir. Je suis le premier, c'est le calendrier qui le veut, à rencontrer le suffrage universel en mai prochain. Je vous fais cette promesse avec ceux qui m'accompagnent. Je ferai tout, je dis bien tout, pour réussir le premier acte, en attendant que vous posiez le second en septembre 2013. Et pour nous donner du courage et montrer notre communauté de destin, je veux conclure en allemand. Das schaffen wir gemeinsam, Deutschland und Frankreich. Wir Dear camarades, ich bin sûr, wir gewinnen zusammen. Vielen Dank.